Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de notre émission Territoire Sénat. Aujourd'hui, Tam Tranui, bonjour, merci d'être avec nous ce matin, avec les titres de cette actualité politique et parlementaire. Un 1er mai contrasté et mobilisateur. Hier, la fête du travail a été particulièrement suivie. Jamais il n'y a eu autant de monde dans la rue depuis 7 ans. Si le calme a régné dans les cortèges en province, la manifestation parisienne a été synonyme de tension et de violence. Quel financement pour les annonces d'Emmanuel Macron? La bataille de chiffres a déjà commencé. Le gouvernement parle de 7 milliards d'euros de coûts. Ce sont 10 milliards d'euros de nouvelles dépenses selon les calculs du Sénat. Les arbitrages s'annoncent compliqués alors que plane la menace d'un dérapage des finances publiques. Le Sénat a remanié en commission le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance, un texte qui n'atteint pas la moyenne pour les sénateurs qui le jugent inégal, précipité et peu abouti. Les sénateurs qui suppriment l'une de ces mesures les plus contestées, le regroupement collège-école, et qui sécurise les finances des collectivités locales impactées par la réforme. Et retour d'abord ce matin à la journée du 1er mai. En région, les défilés se sont déroulés dans le calme, mais les manifestations d'hier ont été synonymes de tension et de violence à Paris, où des manifestants ont fait irruption dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a jugé que le 1er mai a été volé par la violence de quelques-uns. Résumé de la journée d'hier dans la capitale par Marie Brémaud. L'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu, sans doute grâce aux très importants dispositifs policiers mobilisés pour ce 1er mai. Rien que dans la capitale, 700 gendarmes et policiers étaient déployés. Ce qui n'a pas empêché le traditionnel défilé syndical de commencer dans la confusion à Paris. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, pris à partie par des Black Blocs, a vite été contraint de quitter le cortège. Les manifestants, 28 000 selon le ministère de l'Intérieur dans la capitale, ont défilé entre Montparnasse et la place d'Italie. En marge du cortège, des affrontements ont éclaté entre des casseurs et les forces de l'ordre. Jets de pavés, vitrines brisées, tentatives d'intrusion dans l'hôpital Salpêtrière. Au total, 330 personnes ont été interpellées. Plusieurs manifestants et policiers ont été légèrement blessés. Le ministre de l'Intérieur a estimé que ce 1er mai a été volé par la violence de quelques-uns. Mais du côté de certains syndicats et manifestants, on dénonce une répression policière massive. Dans les défilés, les manifestants réclamaient avant tout et comme chaque année, une hausse du pouvoir d'achat et des salaires. Voilà, on poursuit le traitement de l'actualité parlementaire et politique ce matin avec dans un instant le face-à-face. À tout de suite. Bonjour Franck Montaugé, vous êtes sénateur du Gers et merci d'être présent sur ce plateau en direct ce matin. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Franck Montaugé, bonjour. Vous étiez hier à Paris lors des manifestations du 1er mai. Est-ce que pour vous, on a assisté à un dévoiement de cette journée internationale des travailleurs quand on voit les débordements des Black Blocs, des Gilets jaunes, l'invasion notamment de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Où y a-t-il eu une convergence des luttes? C'est ce que disent certains manifestants. Ni l'un ni l'autre. D'abord, j'ai l'impression que ça a plutôt été une réussite concernant la mobilisation. Près de 300 000 manifestants au plan national. Avec, selon la CGT, effectivement. Selon la CGT. Alors, moitié moins voilà, selon le ministère de l'Intérieur. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Non, mais quand on regarde les éditions précédentes, on est dans un bon cru, si j'ose dire les choses comme ça. Après, il n'en reste pas moins que des difficultés sont toujours là pour pouvoir manifester dans le calme, en responsabilité, comme le souhaitait l'ensemble des syndicats français. Le gouvernement jouait également... Philippe Martinez qui a même dû être exfiltré pendant un court instant. Absolument. Le gouvernement jouait gros sur une fonction, une mission régalienne, celle de la sécurité. Je crois que de ce point de vue-là, les choses ont été mieux maîtrisées qu'au cours des mois passés, mais il n'en reste pas moins qu'il faut aussi être capable d'assurer la liberté de manifestation, encore une fois, dans le calme et en responsabilité. Justement, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, a-t-il raison de vouloir présenter un nouveau texte anti-Black Blocs, notamment pour réintroduire dans la loi l'interdiction individuelle de manifester, mais dans une rédaction conforme à la Constitution, selon vous?
Alors moi, je pense que passer par la loi n'est pas forcément la meilleure chose. Il est difficile d'envisager de dissoudre un mouvement qui n'a pas de consistance quand on le regarde bien. Hein. Ce sont des individus, ils ne sont pas constitués, ils ne sont pas organisés en tant que tels. Mais voilà, je pense qu'il faut effectivement prendre des précautions, et des précautions de prévention, en matière de prévention. Et moi, j'ai plutôt tendance à considérer que le gouvernement est allé dans ce sens-là, avec quelques résultats plutôt positifs pour ce qui s'est passé hier. Donc faut-il poursuivre au plan législatif? Je pense que les lois ne sont pas toutes de nature à régler ce type de problème, et qu'il s'agit davantage d'organisation et d'efficacité d'organisation de nos forces de police et de sécurité, que je veux saluer pour le travail qui a été le leur hier. Travail toujours difficile de terrain, mais plutôt bien exécuté, en tout cas peut-être un peu mieux qu'au cours de certains épisodes précédents. Franck Montaugé, on va passer à un second thème. Après la série d'annonces la semaine dernière d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe a déclaré qu'il fallait faire vite et bien. Le calendrier parlementaire s'annonce serré d'ici l'automne. Baisse de l'impôt sur le revenu, niche fiscale des entreprises, réforme institutionnelle. L'été sera synonyme d'embouteillage au Parlement. Explication de Marie Brémaud. Nous sommes déterminés à faire vite et à faire bien. Aller vite et faire bien, une équation difficile à résoudre, surtout quand on veut associer aussi la société civile et les parlementaires, multiplier les concertations. Du côté du Sénat, pour l'instant, le calendrier parlementaire est bouclé jusqu'au 29 mai, mais cela peut changer car il va falloir trouver du temps. Parmi les textes attendus dans les semaines, les mois qui viennent, il y a la révision institutionnelle qui sera présentée en Conseil des ministres en juillet prochain. C'est également en juillet que le gouvernement doit présenter ses pistes de lutte contre les impayés des pensions alimentaires et des mesures en faveur des aidants familiaux. Autre gros chantier législatif à venir, la décentralisation. Il en sera question dès la première semaine de juin, lors de la conférence nationale des territoires. Pour la suite, l'exécutif veut prendre son temps. La décentralisation, le mécano technique et financier est plus délicat. Il faut donc faire du cousu humain, prendre du temps et faire une décentralisation qui repart du citoyen, et non pas d'ailleurs des élus ou de l'État, mais fondamentalement toujours repartir du citoyen usager du service public local. Pas de décentralisation avant les élections municipales en mars 2020 donc. Et pour pouvoir entreprendre toutes ces réformes, il faudra peut-être en passer par un projet de loi de finances rectificative. La rentrée de septembre 2019 s'annonce donc d'ores et déjà chargée. Mais d'ici là, les sénateurs seront fixés le 14 mai à l'issue de la conférence des présidents qui entérinera le calendrier parlementaire jusqu'au mois de juin. Franck Montaugé, on l'a entendu dans le sujet de Marie Brémaud, Édouard Philippe a dévoilé une sorte de calendrier des réformes à la suite de la conférence de presse qui a été donnée la semaine dernière par le président de la République. L'été sera chaud, manifestement. On voit un certain nombre de réformes qui se bousculent. Oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de travail jusqu'à la rentrée prochaine. Voilà, moi je me réjouis d'une certaine manière que le président de la République soit revenu à meilleure considération des corps intermédiaires. Avec la conférence notamment. Voilà, avec la conférence que proposait par exemple Laurent Berger de longue date. C'est un peu tard. Je trouve que c'est un peu tard. Voilà, je crois qu'il y a eu vraiment voilà, une mésinterprétation de la situation sociale du pays, et du pays profond en particulier, des territoires ruraux notamment, dont les habitants sont souvent à la peine. Voilà, donc on va avoir un acte de décentralisation, mais qui est prévu dans les mois prochains. Voilà, un acte de décentralisation. Mais qu'est-ce qu'on y met dans la décentralisation? Avec quels moyens? L'idée d'y associer les citoyens, je partage tout à fait, c'est absolument nécessaire. Mais moi, je ne voudrais pas que par rapport à ces difficultés nationales, tous tes choix et retombent sur le dos, si j'ose dire, des élus locaux, des maires en particulier, qui font un travail extraordinaire et que moi je veux saluer, parce que c'est eux aujourd'hui qui font d'une certaine manière tenir la démocratie. Vous en avez parlé, hein, c'est un petit peu la question du financement aussi. C'est le sujet qui est étroitement lié aux annonces de l'exécutif. La bataille de chiffres a déjà commencé. Le gouvernement parle de 7 milliards d'euros de coûts. Ce sont 10 milliards d'euros de nouvelles dépenses selon les calculs de la Haute Assemblée. Et les arbitrages s'annoncent compliqués alors que plane donc la menace d'un dérapage des finances publiques. Sandra Sarkera. 17 milliards d'euros par an, c'est le coût total des annonces faites par Emmanuel Macron. 10 milliards d'euros pour les mesures de pouvoir d'achat avancées en décembre dernier, au cœur de la crise des Gilets jaunes,
et 7 milliards à la sortie du grand débat. Deux mesures représentent l'essentiel des coûts, la baisse de l'impôt sur le revenu évaluée à 5 milliards d'euros et 1,5 milliard d'euros de réindexation des retraites en dessous de 2 000 euros par mois. Pour la droite au Sénat, ces mesures sont infinançables. J'ai le sentiment qu'on va faire du déficit supplémentaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on crée de la dette future qui sera forcément un jour remboursée. Donc c'est de l'impôt futur qu'on ne désigne pas aujourd'hui. Pour financer ces mesures, une des pistes du gouvernement est de réduire les niches fiscales sur les entreprises. Mais dans l'ensemble, le flou persiste. Le président de la commission des finances du Sénat estime que cela pourrait même coûter plus cher, aux alentours de 10 milliards. Il se dit inquiet pour l'équilibre des comptes publics. Je serais plutôt enclin à essayer d'explorer de façon plus active et plus volontaire les pistes d'économie budgétaire. Et ça, dans les propositions qui ont été présentées par le président de la République et commentées par le gouvernement, je n'ai rien vu qui aille véritablement de façon substantielle dans ce sens. Le gouvernement devrait préciser sa feuille de route en juin. Ensuite, ce sera la présentation du prochain projet de loi de finances qui devra préciser comment les annonces du chef de l'État seront respectées. Franck Montaugé, tout d'abord, votre commentaire à cette bataille de chiffres. 7 milliards ou 10 milliards d'euros, le coût de ces nouvelles annonces d'Emmanuel Macron? Avec les décisions prises au mois de décembre dernier, déjà 10 milliards d'euros. Voilà, 10 milliards d'euros, 7 se rajoutent. Jean Pisani-Ferry parle de 20 milliards à horizon de 2021. Voilà, on est dans des valeurs voilà, qui remettent en question notamment la trajectoire d'équilibre budgétaire sur laquelle s'était engagé le gouvernement. Et on est dans le flou, dans un flou profond. Comment va-t-on financer ces mesures? Nous n'en savons rien à ce stade, et c'est inquiétant pour notre pays d'abord et au regard de nos partenaires européens également. Autre inquiétude, cette kyrielle de nouvelles lois, elles doivent être suivies de décrets, de textes réglementaires. Tout ça ne sort pas toujours efficacement. C'est d'ailleurs l'un de vos sujets de préoccupation. Vous allez porter une proposition de résolution en ce sens. Oui, sujet de prédilection aussi. Bon, les parlementaires sont attendus constitutionnellement sur le vote de la loi, le contrôle du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. On constate régulièrement que les lois sont votées sans forcément être complètement appliquées. Et après, il y a la question de l'efficacité de la loi elle-même par rapport aux objectifs fixés initialement et la question de l'efficacité des politiques publiques. Je pense que c'est un sujet institutionnel majeur et que nous avons, nous, parlementaires, députés, sénateurs, beaucoup de progrès à faire en la matière. Il faut monter en compétences, il faut s'adjoindre des ressources scientifiques, universitaires, etc. pour pouvoir objectivement analyser l'efficacité du travail qui est le nôtre. Nos concitoyens nous attendent aussi sur des points techniques comme celui-là. Autre sujet majeur et technique, mais essentiel pour les agriculteurs, la PAC, la politique agricole commune, dont vous êtes un fervent défenseur. Pourquoi, pour vous, est-elle aujourd'hui une nécessité pour les agriculteurs? Est-ce que l'agriculture française doit vivre sous perfusion ou doit-elle se réinventer? D'abord, la question du revenu agricole est toujours posée. La loi Egalim, qui a fait suite aux États généraux de l'alimentation, n'a pas à ce stade, en tout cas, réglé grand-chose. On l'a vu avec les récentes négociations commerciales. Donc, la question du revenu agricole est posée, reste posée. Évidemment, la PAC est un des déterminants importants du revenu agricole. Donc, il faut répondre à cette attente-là. Et il faut aussi préparer et transformer notre agriculture pour la rendre compétitive et aussi qu'elle réponde aux attentes de la société qui sont nombreuses en matière de qualité alimentaire et également d'environnement. Une toute dernière question rapidement, Franck Montaugé, car vous allez présider la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, qui était une demande d'ailleurs de la droite sénatoriale. Est-ce que pour vous aujourd'hui, le législateur est condamné à avoir un temps de retard sur l'évolution du monde numérique ? Le législateur s'adapte régulièrement aux évolutions de la société et aux évolutions techniques de la société en particulier. On est typiquement dans ce cas avec un domaine qui est en train de transformer profondément nos sociétés, nos façons de vivre, aujourd'hui et plus encore demain. Donc voilà, il nous faut légiférer sur cette question-là et appréhender les impacts du numérique sur la souveraineté
voilà, de l'État sur la souveraineté nationale. C'est un point absolument essentiel pour l'avenir de notre pays. Franck Montaugé, vous êtes sénateur du Gers. L'association Bien Vivre a lancé des états généraux de la mobilité dans le Gers. En question, la situation des transports dans votre département. Le Gers est le département le plus défavorisé d'Occitanie au niveau des liaisons avec les départements voisins. Est-ce que ça va être des propositions pour améliorer cet état de fait ? Merci de me poser cette question, parce que j'y travaille beaucoup et de longue date. Auch, dont j'ai été le maire, chef-lieu du département du Gers, est le dernier chef-lieu à ne pas être relié par une 2 fois 2 voies avec la métropole régionale qui est Toulouse. Le train fonctionne, mais pas de manière satisfaisante. Nous n'avons pas non plus de liaison avec Agen. Voilà, la question de la mobilité dans le Gers et dans les territoires ruraux est vraiment un sujet majeur qui a été un des motifs d'ailleurs de mobilisation, vous vous en souvenez, au départ du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, on n'a aucune garantie, par exemple, aujourd'hui, j'ai interpellé Madame Borne, ministre des Transports, à l'occasion de la discussion de la loi LOM, on n'a aucune garantie sur la finalisation et le calendrier même de la fin de réalisation de cette mise à 2 fois 2 voies. C'est un sujet absolument essentiel et moi je m'associe à l'association qui se mobilise pour pousser dans le bon sens auprès des pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui aujourd'hui sont maîtres du calendrier et du financement de ces travaux absolument indispensables. Franck Montaugé, sénateur du Gers, d'avoir été sur ce plateau ce matin en direct. Merci à vous. Et on reste au Sénat qui a terminé mardi l'examen en commission du projet de loi pour une école de la confiance. L'occasion pour la Chambre haute d'apposer sa marque au texte du ministre de l'Éducation nationale. Les sénateurs ont été très sensibles à l'impact de l'abaissement de la scolarité obligatoire à 3 ans pour les finances des collectivités. Et puis Tam, un agenda au Sénat en prévision. Qu'est-ce qui va se passer ? Et d'ailleurs, j'en parlais à l'instant, à 10h se tiendra la conférence de presse de la Commission de la Culture autour du projet de loi Blanquer pour une école de la confiance. Un texte qui n'atteint donc pas la moyenne pour les sénateurs. Les sénateurs qui suppriment d'ailleurs l'une de ces mesures les plus contestées, le regroupement collège-école. Autre rendez-vous aujourd'hui à 10h30, l'audition de Jean-Bernard Lévy, l'actuel patron d'EDF dont le renouvellement à ce poste est quasiment assuré. Son second mandat s'annonce chargé entre la fermeture de Fessenheim, la fermeture des 2 dernières centrales à charbon d'EDF ou encore le démarrage de l'EPR de Flamanville. Et enfin, en séance ce soir, notez que les sénateurs débattront d'une proposition de loi socialiste reconnaissant le crime d'écocide. L'écocide, c'est le génocide mais envers l'environnement, une action concertée de destruction d'un écosystème. Notez que le texte ne devrait cependant pas être adopté ce soir. Merci Tam. On passe à l'AE2. C'est Quentin Calmet, l'AE2 aujourd'hui. Bonjour Quentin, bonjour merci d'être avec nous ce matin. Votre œil 2 aujourd'hui. Bonjour Tam. Oui, bonjour Quentin, on revient avec vous. Ce matin, donc, on en parlait sur le coût des mesures annoncées par l'exécutif pour sortir du grand débat national. Ce coût, il fait débat. Et oui, il fait débat. Une bataille de chiffres est en cours en ce moment entre l'exécutif et les sénateurs. Vous l'évoquez d'ailleurs avec votre invité. Car lundi, il y avait au Sénat un débat sur la trajectoire budgétaire 2019-2022. Il a donc été question du coût de ces mesures. Et vous allez voir que le calcul des sénateurs, il n'est pas du tout égal au calcul du gouvernement. Le rapporteur général du budget, il a noté que le scénario macroéconomique retenu par le gouvernement, il apparaît certes raisonnable, mais que le projet de programme de stabilité, je cite, il ne tient aucunement compte des conclusions tirées par le président de la République du grand débat national, dont les enjeux budgétaires pourraient atteindre jusqu'à 0,4 points de PIB. C'est énorme. Et vous allez voir, on va refaire le calcul avec Albéric de Montgolfier, qui est le rapporteur général du budget ici au Sénat. Vous allez le voir, on fait l'addition et elle s'annonce salée à regarder. Je pense à la baisse de l'impôt sur le revenu, vous l'avez annoncé à hauteur de 5 milliards, même s'il y a des niches, on ne sait pas lesquelles, qui devraient être rabotées. Je pense, deuxième mesure, à la réindexation partielle des pensions en 2020. Le Sénat l'avait déjà proposé, je vous rappelle. Ce serait 1,4 milliard d'euros en plus. Je pense au renoncement partiel ou total à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Ça représente une économie de 3 milliards sur laquelle on s'assied. Et enfin, on portait à 1 000 euros la pension alimentaire. Pour les carrières complètes dans le privé, ça représenterait encore 150 millions d'euros. Bref, en première analyse,
grossir à ce stade, certes, les enjeux budgétaires pourraient aller jusqu'à 0,4 points de PIB, en l'absence, bien sûr, de mesures de compensation. Mais vous allez peut-être nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelles économies réelles vont financer ces mesures nouvelles. Voilà, Tam, 0,4 points de PIB, c'est presque 10 milliards d'euros. Pour rappel, Gérald Darmanin, lundi, il parlait de 6,5 milliards d'euros pour ces mesures annoncées jeudi par le président de la République. Le financement de ces mesures a aussi été largement abordé lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. C'était mardi. Exactement, mardi, la tension est montée dans l'hémicycle lorsque les sénateurs ont interpellé le gouvernement pour savoir où trouver l'argent pour financer toutes ces mesures annoncées jeudi par le président de la République, enfin le jeudi précédent. Et effectivement, les sénateurs, comme par exemple Guillaume Chevrollier, eh bien, ils ont demandé comment financer ces mesures. Ils ont suspecté que ce serait surtout sur de l'endettement. Regardez le sénateur qui s'exprimait mardi. L'État dépense encore plus que sous la présidence de François Hollande. Il faut tout de même le faire. Et sans faire d'économies structurelles. En effet, vous supprimez 23 milliards de taxes d'habitation. Comment on finance? Et surtout, quelles sont les compensations pour les collectivités locales? Fin 2018, vous tentez d'acheter la paix sociale avec un chèque de 10 milliards. Et aujourd'hui, vous annoncez 5 milliards de réduction d'impôts. Là encore, comment on finance? La réalité, c'est que c'est la dette qui paye, c'est de l'impôt pour nos enfants, sur qui vous vous déresponsabilisez. Voilà, Tam. Donc, vous voyez les sénateurs qui suspectent ce recours massif à l'endettement, d'autant qu'ils s'inquiètent sur d'autres sujets. C'est le financement d'autres mesures qui concernent, elles, les collectivités locales. Vous le savez, le Sénat est la Chambre des territoires et certaines mesures comme le dédoublement des classes de CP ou encore le plafonnement à 24 élèves de certaines classes CP, CE1. Cela aura aussi un coût pour les collectivités locales, pour avoir des locaux, pour avoir du personnel périscolaire. Et là encore, on ne sait pas comment financer ces mesures. Merci beaucoup, Quentin. Merci à tous les deux. Calmez de Public Sénat. Bonne journée à vous. On se retrouve demain. Oui. Ouais, on se retrouve demain. On passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bien évidemment, Tam, ce matin, il est question du 1er mai. On commence avec l'Alsace, bien sûr. Et oui, violence à Paris, déroulement plutôt apaisé en région, c'est le constat affiché par l'Alsace qui parle d'un 1er mai tendu dans la capitale, contrastant avec le calme en Alsace. Le quotidien de l'Est qui a choisi de montrer une photo des manifestants à Mulhouse qui réclament une augmentation du pouvoir d'achat. Ambiance, bon enfant et barbecue solidaire après la manif. C'est sûr qu'on est loin des fins de défilés parisiens, synonyme de Black Blocs et autres casseurs. Voilà, même thématique pour Ouest France, le journal dirigé par François-Xavier Lefranc qui titre sur une fête du travail. Mobilisatrice malgré des tensions tout de même. Et oui, le quotidien qui affiche la foule rassemblée à Paris sur sa une avec cette pancarte qui émerge au milieu des manifestants où l'on peut lire « On lâche rien ». Il faut dire que la journée d'hier a été particulièrement mobilisatrice. C'était le 1er mai qui a rassemblé le plus de monde dans la rue depuis 7 ans. À noter également l'interview exclusive de François Pinault pour qui l'une des plus grandes émotions, c'est bien sûr la victoire de Rennes à la Coupe de France face au PSG, un autre type d'opposition entre Paris et ses régions. Très bien, Tam. Et maintenant, on passe au télégramme. Avec le nouveau bac, et oui, avec une grande photo avec un élève qui se tient la tête. Et oui, le Télégramme qui a pris de l'avance sur ses révisions puisqu'il pense déjà aux élèves de seconde qui vont être les premiers à passer le nouveau bac dans 3 ans, en 2021. Et ces lycéens ont seulement jusqu'au 7 juin pour pouvoir choisir leurs 3-4 spécialités pour aller en première. Il y a de l'appréhension pour les élèves et une communauté éducative plutôt dubitative. À noter que cette réforme qui vise à supprimer les séries L, ES et S ne changera rien à la prédominance de la filière scientifique. Les maths continuent d'avoir la cote chez les meilleurs élèves. Voilà, on termine avec La Voix du Nord, Auchan en crise, 787 emplois concernés pour cette entreprise familiale de la région. Et oui, effectivement, vous l'avez dit, cet empire commercial, familial de la grande distribution est malade et a lancé un plan pour tenter de sortir de la crise. Avant-hier, à la veille du 1er mai, jour de la fête du travail, le groupe Auchan a annoncé céder 21 de ses sites. Cela va impacter 787 salariés et un plan de sauvegarde de l'emploi va être mis en place pour les sites qui ne trouvent pas de repreneurs. Nouvelle priorité, la rigueur budgétaire. Nom de ce plan, Renaissance, comme la liste LREM aux européennes dont la campagne patine. Espérons qu'il n'en sera pas de même pour les salariés d'Auchan. On va terminer tout de même avec la République des Pyrénées. Une bonne nouvelle, bientôt la 4G partout.
Et oui, le département devrait être entièrement couvert en Internet mobile d'ici 2022. 30 millions d'euros restent à investir. En France, au cours de l'année passée et en lien avec les collectivités locales, 600 sites mobiles à construire ont été identifiés et priorisés pour fournir une couverture mobile 4G dans des zones non ou mal couvertes. Et parmi eux, 18 sont dans les Pyrénées-Atlantiques. François Bayrou va donc pouvoir tweeter tranquillement de chez lui d'ici 3 ans. Merci Tam, et à demain. Et on se retrouve donc demain matin. Voilà, on passe à la météo des territoires. Dans un instant, vous allez voir le temps qu'il fait en France, qui s'améliore bien. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieuse, qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. On se retrouve après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. C'est à ce millier de Black Blocs venus en découdre que les forces de l'ordre se sont opposées tout au long de cette journée du 1er mai. Je crois qu'il faut absolument que nous trouvions les moyens, que le gouvernement mette en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir mettre fin à ces désordres qui détruisent la possibilité même d'une manifestation pacifique. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils viennent courir le mouvement des Gilets jaunes et effectuer leur violence anarchiste. Sauf que jamais le gouvernement n'a rien fait pour les en empêcher. Que Marine Le Pen, elle, essaye de monter en épingle, qu'elle préfère évidemment qu'il y ait du chaos dans notre pays parce que c'est sur le chaos qu'elle peut espérer prospérer, notamment au moment des élections européennes. Ça, c'est son choix et c'est comme ça que l'extrême droite a toujours fonctionné dans notre pays. C'est la politique du pire. Non, on ne condamne pas la violence des Black Blocs. Ça ne veut pas dire que stratégiquement, nous, le NPA, ou même on l'a bien remarqué dans le mouvement syndical ou associatif, on n'a pas exactement la même stratégie, on n'a pas exactement les mêmes réponses. Moi, je condamne toutes les violences et je condamne notamment la violence de ces Black Blocs qui n'ont rien à voir avec le syndicalisme et qui empêchent finalement le syndicalisme d'exercer sa voix. J'ai vu les changements avec le nouveau préfet. Je sens que vous avez eu un peu peur. Non, j'ai les yeux qui me brûlent un peu. Ouais. Vous en avez pris les gaz, vous? Bon, ça brûle, hein. Eh ben, je suis comme vous. La mise sous tension, les mots utilisés par le gouvernement depuis maintenant des semaines et encore ces jours-ci, qu'il est avec des discours presque de guerre civile, me laisse à penser qu'ils n'ont peut-être pas non plus envie spécialement que ça se passe bien. Il y a eu un mouvement de foule et la police a chargé, sauf que elle a tiré des gaz lacrymogènes sur la CGT et on était très identifiables. Honnêtement, le dispositif policier déjà est un échec et M. Castaner en porte la responsabilité. Ça fait 10 jours qu'il nous annonce qu'il y aura des gens violents. Ils n'ont pas été maîtrisés de toute façon. Le patron de la CGT exfiltré, pour vous, c'est un signe? Mais c'est un signe de quoi? C'est un signe de quoi? Je ne sais pas de quoi c'est un signe. J'ai pas vu les images, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est pas la violence, parce que c'était déjà le cas l'année dernière. Ce qui est nouveau cette année, c'est la jonction entre le mouvement ouvrier traditionnel, syndical, et le mouvement spontané, insurrectionnel des Gilets jaunes. Et c'est ça qu'il faut retenir d'ailleurs. Forte mobilisation dans toute la France, c'est-à-dire des citoyens qui disent à M. Macron, ce que tu nous as raconté la semaine dernière, on n'en veut pas, donc il faut changer de politique. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, on se retrouve demain aux mêmes heures, bien sûr. Notre invité politique demain sur le plateau de Territoire d'Info en direct, ce sera Pascal Durand, député européen écologiste, mais candidat sur la liste de La République En Marche aux élections européennes. Merci de votre fidélité, bonne journée et à demain, au revoir.